Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition du webinaire que nous organisons avec l'Association des chirurgiens pédiatres en formation. Je rappelle que le premier webinaire est disponible et avait pour thème l'activité libérale en chirurgie pédiatrique. Alors ce webinaire numéro 2 que je vais présenter en collaboration avec ma collègue Camille du bureau de la CPF. Bonjour. Aura pour thème les bases pour bien débuter la recherche clinique. L'objectif de ce webinaire, c'est de permettre à chaque étudiant d'avoir les clés en main pour démarrer son projet de recherche clinique. On sera tous amenés à faire de la recherche clinique, même si on ne désire pas être universitaire, que ce soit au moment de la thèse ou au moment du mémoire du DU. Et donc l'objectif, c'est de vous éviter de perdre trop de temps sur des erreurs bêtes par l'intermédiaire de ce webinaire. Bien sûr, je remercie chaleureusement Branchet, l'association l'assurance des médecins qui nous prête ses locaux et qui nous permet, par l'intermédiaire d'un partenariat, de réaliser et de mener à bien ce type de projet. Le programme va se dérouler en 3 parties. La première partie, nous avons la chance d'avoir le professeur Henri Migaud, qui est rédacteur en chef de l'OTSR, l'Orthopedic and Traumatology Surgery and Research, qui est, pour ainsi dire, la plus grosse revue française internationale d'orthopédie et qui est chirurgien PUPH, orthopédiste au CHU de Lille. Et qui viendra nous parler sur les bases, en gros, pour démarrer sa recherche clinique, son projet de recherche. En deuxième partie, on accueille avec grand plaisir le docteur Antoine Poichot, qui est le DPO, Data Protection Officer, de la SOFCODE, de la Société française d'orthopédie, depuis plusieurs années maintenant, 7 ans je crois, et qui est aussi chirurgien orthopédiste. Et en conclusion, en fin de présentation, en fin de webinaire, on accueillera le docteur Mathieu Faron, qui nous a fait le plaisir de répondre présent à ce webinaire, qui est chirurgien oncologue à l'Institut Gustave Roussy et qui est aussi biostatisticien dans l'unité Oncostat et qui viendra nous parler des bases pour mettre en place sa base de données. On va démarrer tout de suite avec notre premier intervenant, Monsieur Migaud, le professeur Migaud. On y va. Bonjour Nicolas. Bonjour professeur Migaud. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de participer à ce webinaire et on a vraiment la chance de pouvoir bénéficier de votre expérience, notamment en tant qu'éditeur en chef d'une revue d'excellence, mais aussi en tant que participant activement à la recherche clinique. Bien, on est très content de participer à ce webinaire. Donc, le premier sujet que vous m'avez demandé de traiter, c'était les bases à connaître pour la rédaction médicale. Tout à fait. Souvent, pour les internes, c'est une difficulté, c'est d'arriver à produire un article. Ça dépend des DES et des DESC, mais en chirurgie orthopédique et traumatologique, un article publié doit est un préalable indispensable à l'acquisition du DES. Tout à fait. En guise d'introduction, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi faire de la recherche clinique? Pourquoi publier? Pas uniquement pour des points SIGAPS, pas uniquement pour les futurs universitaires. J'aimerais que vous nous définissiez pourquoi chaque interne doit s'intéresser à la recherche clinique et à la publication scientifique. Alors, comme je disais, souvent pour l'interne, c'est le fardeau, la corvée de la thèse, du mémoire de DES. Je crois qu'il faut inverser les rôles. Il faut expliquer à l'interne que s'il travaille, il va partager quelque chose avec la communauté, que ce soit chirurgie pédiatrique, orthopédique ou chirurgie adulte orthopédique. Il va progresser lui-même. Le but, c'est de partager des données, de réfléchir sur ses propres pratiques et de participer au progrès de la société. Alors, le deuxième point qui n'est pas négligeable, c'est qu'actuellement, avec les points mairie, il y a des crédits de recherche qui sont associés. Alors, dans les CHU, ce n'est pas très clair parce que c'est souvent noyé dans la masse et on ne les retrouve pas, mais on va y revenir. Dans d'autres institutions, c'est plus facile. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que quand on publie, on est reconnu. Une notion qui n'est pas très,
j'allais dire, défendu en France, mais aux USA, au Canada, en Australie, si tu ne publies pas, tu n'existes pas et il faut absolument publier, mais pas publier pour faire n'importe quoi, publier pour faire progresser notre communauté orthopédique. Alors, ça ne concerne pas que les CHU et les universités, car aujourd'hui, il y a de nombreux groupes d'hospitalisation privée qui ont tout à fait compris l'intérêt de publier. Il faut savoir que les plus gros publiants en France actuellement sont en libéral en chirurgie orthopédique et traumatologie. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'actuellement, les groupes de cliniques recrutent leurs praticiens titulaires s'ils sont titulaires d'un Master 2. Vous voyez, la recherche, ça peut quand même servir, pas seulement pour la recherche, mais aussi pour trouver une bonne installation. Très bien. Donc, avant de commencer son travail de recherche, on va dérouler en fait les questions dans l'ordre du projet de recherche. Comment est-ce qu'on va pouvoir cibler le bon projet? Comment on va pouvoir, admettons qu'on ait une idée, comment est-ce qu'on va pouvoir juger de sa pertinence clinique et sa pertinence scientifique? Alors, le principe de base, là, je me place en tant que responsable de DES ou responsable d'un service. Le principe, c'est de ne pas laisser l'interne seul. Autrefois, on disait, bah, descends la cave, va faire les archives. C'est vraiment la plus mauvaise méthode qu'il faut faire. Même avec l'informatique, va dans les bases de données, il ne faut surtout pas faire comme ça. Je crois qu'il faut d'emblée guider l'interne, partir d'une question, partir d'une réflexion. Je vous montrerai un exemple à la fin. Ça peut être une controverse parce qu'il y a eu des articles qui se sont opposés, parce qu'on ne fait pas la même chose dans tel ou tel service, parce qu'il manque des données, parce qu'on a trouvé un groupe de prothèses qui s'appliquait dans des circonstances spécifiques, ou simplement parce qu'on a une nouveauté. Et quand on donne le sujet à l'interne, ça c'est le travail du directeur, du responsable, il faut trouver un sujet qui l'intéresse et il faut arriver à promouvoir son adhésion au projet. Sinon, il va considérer ça comme un fardeau et ça n'avancera pas. Alors, il doit promouvoir l'adhésion, mais aussi l'éclairer, valider à chaque étape, mais de la part du directeur, il faut aussi qu'il donne de son temps. On ne peut pas laisser un jeune, enfin, il y a quelques exceptions, mais un jeune faire sa recherche tout seul, c'est impossible. Il doit être encadré et il faut que le directeur soit disponible. Alors, quant à la pertinence scientifique du sujet, la réponse est simple, c'est l'analyse de la littérature est la mère de toute pertinence scientifique. Si on ne fait pas d'analyse de la littérature, on a l'impression qu'on a trouvé un truc génial. Ça a déjà été publié 50 fois, donc il faut absolument partir de l'analyse de la littérature à partir du moment où on se pose une question. Très bien. Donc on peut aussi voir en miroir, là vous vous placez en tant que directeur de DES, ça veut dire que pour l'interne, il ne doit pas rester seul, il doit aller chercher un intervenant, aller chercher quelqu'un pour s'aider. Alors une fois qu'on a le bon sujet, une fois qu'on a ciblé le bon sujet, quels sont les impératifs selon vous à respecter avant de démarrer ce recueil? En gros, comment est-ce qu'on on rédige son protocole? Alors la première chose à faire, donc on a une idée, je vous donnerai l'exemple à la fin, et on se pose une question et on va rédiger le protocole pour pouvoir répondre à la question. Et la première chose, c'est rédiger le protocole d'étude. Puis ensuite, on va faire le cahier de recueil des données, mais ça, il découle directement de la rédaction du protocole. Et quand on fait cette rédaction de protocole, on se dit, ah, il va falloir que j'utilise tel ou tel outil. Ça peut être des scores, ça peut être des prompts, ça peut être de la biologie, de la radiologie. Et quand on commence à penser à des outils, il faut apprendre à les maîtriser. Les variables qui vont en dériver, il va falloir les gérer. Vous allez le voir plus tard dans des bases de données qui vous sont propres, où vous allez gérer avec l'institution. Et quand vous utilisez des outils, il faut savoir s'ils sont adaptés. Vous n'allez pas prendre un pied à coulisse pour mesurer des mètres. Il faut savoir si l'outil que vous utilisez est valide, c'est-à-dire est-ce qu'il est reproductible. Ça ne sert à rien de faire un énorme protocole de recherche et d'avoir un outil qui est absolument pas valide. C'est pour ça que là aussi, l'évaluation de la littérature est importante pour savoir si ce que vous utilisez va vous donner des résultats fiables. Ça veut dire que quand vous rédigez votre protocole et la fiche de collection des données, vous devez à chaque étape valider avec votre biostatisticien, parce que dès le départ, vous devez fixer les tests que vous allez utiliser sur les variables principales, vous allez calculer votre puissance, votre taille d'effectif. Parfois, il faudra des méthodes statistiques spécifiques, survie, score de propension, des bootstraps, on y reviendra.
Et puis, ce qui est obligatoire, Antoine Poinchot va vous le détailler après, c'est le dépôt du protocole et de la fiche de révision pour le MR04. Et si vous sortez du MR04, c'est un protocole complet que vous déposez en CPP. Et là, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Vous le précisez bien, cette phase de rédaction de protocole est une phase essentielle et on ne peut pas démarrer son recueil de données sans avoir un protocole parfaitement précis, au risque de perdre énormément de temps par la suite. Donc on a le bon sujet. C'est vraiment un point de départ. On a le bon sujet, le protocole est fait, on se lance. Comment est-ce qu'on va pouvoir se répartir les tâches? Alors là aussi, il ne faut pas laisser l'interne tout seul. Alors il y a un rédacteur du protocole qui peut être l'interne, mais qui doit être très très fortement encadré par un senior avec la validation du biostatisticien à chaque étape. Moi, j'en suis pas à mon premier protocole de recherche, mais même quand on est un petit peu chevronné, je pense que c'est un travail qui doit se faire à plusieurs mains. Ça évite les oublis, ça évite des erreurs grossières. Alors, on peut être plusieurs, mais il faut un chef d'orchestre. Il faut quelqu'un qui a bien compris la question et qui va gérer la constitution du cahier de recueil des données, du protocole. Sans ça, on n'y arrive pas. Et puis parfois, il faut beaucoup de coopération parce que c'est un protocole difficile, parce que c'est des effectifs qui sont importants, il va falloir des outils statistiques très performants. Vous avez une méthodologie complexe comme la radiostéréophotogrammétrie ou de la biologie complexe. Donc, il faut avoir de la coopération. Le point capital, c'est que ne seront auteurs de l'article que ceux qui participent réellement. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vous a simplement donné un avis, mais qui n'a pas vraiment participé ni à la rédaction du protocole, ni à la collection des données, etc., vous pouvez le mettre dans les remerciements, mais ça ne justifie pas que cette personne apparaisse au sein des auteurs. Là vous soulevez un point sur la liste des auteurs, mais avant ça, vous rappelez le fait qu'il ne faut pas être seul, il ne faut pas hésiter à se faire aider. On a des collègues qui veulent participer au recueil de données, qui veulent nous aider, et ben, il ne faut pas hésiter à les intégrer. Donc maintenant, le sujet épineux de la liste des auteurs, puisque en fait c'est de ça qu'on parle, pouvez-vous nous refaire un petit point sur la liste des auteurs, comment elle se répartit, et surtout, qui doit s'en occuper? Alors, il faut d'abord, le principe de base, c'est inclure seulement les actifs, pas d'auteur fantôme de complaisance. Dès le début, il faut déterminer ce qu'on appelle l'auteur correspondant. Vis-à-vis d'un éditeur, le correspondant, c'est le responsable légal. C'est-à-dire que s'il y a une malversation dans la clinique, dans la recherche clinique, dans la rédaction, c'est l'auteur correspondant qui sera le responsable. Et c'est à lui qu'on va s'adresser. Donc, inclure seulement des actifs, déterminer d'emblée un correspondant. Alors, on peut mettre le junior, c'est possible, mais c'est pas plus mal de mettre un auteur un peu senior parce qu'il y a des responsabilités. Et on met le dernier auteur, c'est le senior ou celui qui est à l'origine. Le premier auteur, c'est celui qui fait l'étude. Ça peut être l'interne. Nous, on aime bien dans notre département avoir sur des grosses études deux internes parce qu'ils s'entraident. Hein, c'est un travail qui peut se faire à quatre mains. Et à ce moment-là, ils se mettent d'accord dès le début. Le deuxième contributeur principal sera en numéro 2. Ce qui est une notion capitale, c'est que l'ordre et la liste déterminée et conservée par l'auteur correspondant, et ça dès le départ. Parce qu'une fois que vous avez soumis votre travail à une revue, si c'est accepté, vous ne pouvez changer ni l'ordre des auteurs, ni le nombre des auteurs. C'est absolument difficile, il y a des conditions drastiques, donc il faut que ce soit déterminé dès le départ et qu'on ne le change plus. Bien sûr, si votre article est refusé et que vous le retravaillez avec une personne et que vous le resoumettez à un autre journal, vous pouvez changer la liste des auteurs. Mais une fois que vous êtes parti dans le rythme d'une revue, d'un journal qui vous accepte, vous ne pouvez plus rien changer. C'est parfois un sujet de débat, cette fameuse liste des auteurs, et notamment, vous le rappelez, il faut éviter au maximum, voire interdire les auteurs fantômes, hein, les auteurs invités dans la liste des auteurs. Tout à fait. On peut remercier, on peut mettre dans une liste de remerciements, on n'est pas obligé de mettre dans les auteurs principaux. On change de sujet, un point sur les statistiques. On a tous l'exemple de quelqu'un qui est un de nos collègues là, qui bidouille un petit peu sur Excel et qui fait ses propres statistiques. Qui doit se charger des analyses? Et est-ce qu'on doit les faire dans son coin? Est-ce qu'on doit faire systématiquement appel à une équipe de statistiques? Et voilà. Je crois qu'il faut, je vous l'avais vu dans la rédaction du protocole, dès le départ, il faut faire valider la fiche de saisie et le cahier de protocole.
parce que vous allez dimensionner les effectifs, parce que le biostatisticien va vous expliquer que vous allez, généralement, on perd 10 à 20% des effectifs, même dans une étude prospective bien menée, même dans un essai prospectif randomisé bien mené, on va toujours perdre des patients. Le deuxième point qui est important, c'est, je vous l'ai dit, les tests statistiques sur les variables principales qui vous servent à calculer la taille de vos effectifs, la puissance. Vous devez les déterminer sur les variables principales avant même le recueil des données. Sinon, c'est du post-arcing, on fait du travail après, et là, c'est du bidouillage. Et puis, si vous avez affaire à un statisticien qui a la compétence, il va vous expliquer d'autres méthodes que vous allez pouvoir utiliser, très à la mode les scores de proportion, très à la mode le bootstrap. Et c'est pour ça que, à mon sens, on peut faire ça dans son coin, mais il faut toujours faire valider par un biostatisticien, par un membre du CERIM, par un membre du CIC, dans vos centres de recherche et d'investigation locaux, c'est absolument obligatoire. Donc je pense que l'interne peut faire, mais il doit de toute façon faire valider par un professionnel. Le dernier travail qu'on a fait avec Antoine Poichotte, j'avais quelques notions statistiques, mais je n'ai pas fait tout seul. À chaque étape, on a fait valider par Alain Biomède, notre biostatisticien, parce qu'on peut commettre des erreurs, ce n'est pas notre métier primaire, et même si on a l'impression qu'on fait des erreurs considérables, surtout sur Excel, où il n'y a pas beaucoup de freins. Donc je crois qu'il faut être très prudent. Tout à fait, et ça sera d'ailleurs une grande partie de l'objet de la présentation de Mathieu Faron, de Dr Faron, et on pourra d'ailleurs lui poser la question s'il est d'accord avec votre avis. Alors, attention, et j'y reviens sur les statistiques, parce que vous pouvez monter un très beau protocole. Alors, ça m'étonnerait qu'il soit randomisé si on vous ayez eu à faire un biostat, vous ne passerez pas un CPP, mais vous pouvez monter un très beau protocole. Et puis, vous avez fait les mauvais calculs de puissance. Et puis, finalement, si vous ne l'avez pas bien fait au début, ce n'est pas rattrapable. Et donc, vous allez gaspiller du temps, de l'énergie, et ça va se terminer par une catastrophe. Et ça va vous dégoûter définitivement la recherche clinique. C'est en ça que le biostatisticien est important, parce que c'est un gage de qualité, mais c'est aussi un gage pour éviter des erreurs fatales qui fait que vous serez dégoûté sinon de la recherche clinique. Alors, ce qui est très important et ce que comprennent bien les biostatisticiens maintenant, en chirurgie orthopédique adulte pédiatrique, c'est on est clinique. Alors, on a envie toujours de trouver des différences significatives. Vous voyez ces deux modèles de prothèses de hanche. Alors, vous avez la type 1 et type 2. Il y a une différence statistiquement significative, on est très content, entre les deux modèles de prothèses, mais pour le patient, c'est absolument pas significatif. Donc, c'est en ça que le biostat est important. Il vous fait les calculs, mais ne tenez compte de ces calculs que si vous abordez quelque chose de cliniquement significatif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la MCID, on choisit la taille de la population, et il faut toujours raisonner en cliniquement significatif plus qu'en statistiquement significatif. Il me semble, sur le sujet des statistiques, que de plus en plus de revues dans les relecteurs font appel à des statisticiens, ou en tout cas des médecins qui ont des compétences en statistiques. Oui, oui. Notre revue n'est pas assez volumineuse. Nous ne sommes que 10 rédacteurs, mais par exemple, au Clinical Orthopedics, où ils sont 45 rédacteurs, il y a quelqu'un qui fait tout de suite l'analyse stat, et si c'est pas bon, c'est rejeté d'emblée. Très bien. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur la partie protocole de recherche et en tout cas tout ce qui est en rapport avec le projet de recherche. Une fois que celui-ci est fini, vient le temps de la rédaction scientifique. Est-ce que vous avez quelques règles à nous donner, à respecter, des règles de base sur la rédaction de son premier article? C'est impossible de tout résumer, donc moi je ne vous conseille que deux lectures. Le livre de Huguier et Maisonneuve, qui a été révisé récemment par Hervé Maisonneuve et qui est payant, vous le trouvez dans toutes les bonnes bibliothèques, mais sinon vous avez le bulletin des orthopédistes français où il y a eu tout un numéro qui a été fait sur la rédaction médicale et qui est accessible sur le net, sur le portail de la Softcode, vous le trouverez très facilement. Et grâce à ça, vous avez déjà une bonne base. Et du coup, est-ce que vous avez quand même quelques grandes lignes à nous donner sur la rédaction, Alors, des choses scientifique? très simples. Je parlerai de killer. Là, je prends ma casquette d'éditeur. Pour vous donner une idée, un éditeur reçoit, alors une petite revue comme la nôtre, 4 à 5 papiers. Une revue comme le BJJ reçoit
25 à 30 papiers par jour. Donc vous imaginez bien que le ou les rédacteurs en chef, ils ont un objectif, c'est d'écarter sous des motifs les plus simples possibles. Le premier, c'est le nombre de mots. Le nombre de mots pour un rédacteur en chef, on vous dit c'est 3500 mots, alors un 3006, mais on vous envoie des manuscrits à 9000 mots. Donc, lisez la note aux auteurs, regardez les articles récents du journal que vous ciblez, écrivez selon la structure IMRAN. Alors, on aime bien, et c'est très facile, vous le verrez, c'est expliqué pour ETSR, ce qu'on appelle la question driven, la frame, c'est-à-dire que vous construisez votre article autour de une ou plusieurs questions. Questions qui sont exposées à la fin de l'introduction. Matériel et méthode, vous détaillez ce qui va vous permettre de répondre à la question 1, puis vous l'aborderez en tête de gondole dans le chapitre résultat, et puis de même dans la discussion. Donc c'est vraiment une très bonne méthode. Et l'excès de longueur, c'est le motif de refus direct le plus facile, et pour un éditeur, c'est un gain de temps. L'article est maintenant écrit, vient le temps de choisir la revue. Quand est-ce qu'on choisit sa revue? Comment choisir sa revue et qui choisit la revue? Alors en fait, ça doit être fait pratiquement avant la rédaction du protocole. Quand vous faites votre travail, vous savez les 3 ou 4 revues dans lesquelles vous allez cibler. Bien sûr, ça dépend de votre type de travail. Si vous faites un travail d'anatomie, vous allez publier dans une revue d'anat, mécanique dans une revue de mécanique, chirurgie du sport, et ainsi de suite. Mais c'est pas évident. Et avant de décider de la revue cible ou du groupe de revues cible, il faut bien réfléchir, se poser 2 questions, je vais y revenir après, et surtout avoir regardé les tables des matières des 2 ou à 5 années précédentes du journal que vous avez ciblé. Les 2 questions qu'il faut vous poser, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des publications sur ce sujet dans ce journal? Est-ce que le travail que vous allez soumettre est à la limite du champ usuel du journal envisagé? Alors, la première question, est-ce qu'il y a déjà eu des travaux sur le même sujet? Non, publié dans ce journal, vous pouvez soumettre, il n'y a pas de problème. Et à condition que ça corresponde au thème de l'article. À l'inverse, s'il y a déjà eu des papiers dans les 5 ans, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas soumettre, mais il va falloir justifier, c'est-à-dire il faut que votre travail apporte un recul plus important, plus de cas, des complications qui n'avaient pas été décrites, sur une population de sujets spécifiques, j'en sais rien, des hémophiles, des polyarthritiques, etc., ou des résultats qui sont complètement contradictoires avec ce qui était fait avant. Donc, vous pouvez le faire à condition que vous soyez différent. Et si vous le faites, il faut parfaitement justifier le travail par rapport à ce qui avait été fait. Et s'il n'y a pas d'éléments nouveaux par rapport à ce qui avait été publié dans les 5 ans, il ne faut pas se soumettre à ce journal. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le travail que je soumets est un peu à la limite du champ usuel du journal sur lequel. Alors, si ce n'est pas le cas, vous pouvez soumettre à ce journal. Mais si ça a tendance à sortir, vous dire, est-ce que je vais soumettre un travail de biomécanique dans une revue de chirurgie? C'est possible. C'est possible à condition que ce soit, j'allais dire, un game changer. Ça va changer la chirurgie. Ça va avoir une clinical practice. Ça va changer l'application clinique. Et ça, c'est très important. Vous pouvez avoir une revue de chirurgie qui va accepter un travail de biomécanique et qui va expliquer pourquoi tel modèle de prothèse a été une catastrophe. Et ça, c'est considérable, alors que vous sortez un petit peu du champ. Par contre, si vous n'apportez pas une solution cliniquement qui va apporter quelque chose, il ne faut sans doute pas soumettre. Donc, si vous êtes borderline, du 3D, de l'anatomie, de la modélisation par éléments finis, tout ça, c'est très intéressant si ça apporte quelque chose à votre revue de chirurgie. Mais par contre, si vous avez un modèle de rat transgénique dans une revue généraliste, vous avez toutes les chances d'être écarté. Donc, l'analyse bibliographique, avant de se décider, ça doit être fait dès la réalisation du protocole. Ensuite, il faut faire ce que j'appelle l'effet vitrine, c'est-à-dire que votre article, il faut le rendre attractif. Il ne faut pas changer le fond, il ne faut pas tricher, mais vous devez suivre le protocole, mais il faut vraiment le rendre très, très agréable à lire. Et il faut justifier. Justifier, ça veut dire que avant de commencer le protocole, vous avez regardé la biblio, vous avez rédigé le protocole, vous allez soumettre, et juste avant de soumettre, vous refaites un round de recherche bibliographique parce que la science évolue vite et Antoine vous le montrera, entre le moment où vous soumettez le protocole et le moment où vous allez soumettre l'article, il va passer un mois, il va passer un an,
un an et demi, et donc les choses ont pu évoluer, et ça peut vous amener à changer de journal ou à changer la justification de votre travail. Alors, je voulais vous parler très brièvement de ce qu'on appelle les preprints. Les preprints, c'est quelque chose qui est très à la mode, c'est des sites libres de presse-soumission sur lesquels vous déposez votre article. Alors, c'est très populaire en Asie parce que ça garantit la primauté d'une découverte, mais il n'y a pas d'analyse par les pairs, il n'y a pas de peer review, ce n'est pas référencé dans les bases de données. Certains sites de preprints vous donnent un Digital Object Identifier qui vous permet de retrouver dans les databases, mais il faut savoir que c'est très dangereux, car beaucoup de revues, en particulier celles qui ne sont pas chez Elsevier, si vous avez eu le malheur de soumettre sur un site de preprint, vous êtes d'emblée refusé, vous êtes banni à jamais. Très bien, je vous remercie. Donc on a choisi sa revue, on va soumettre. Est-ce que vous pouvez rechausser votre casquette d'éditeur en chef et nous refaire un dernier petit point sur les fameux killers dont vous avez parlé tout à l'heure? Eh ben, c'est simple, le premier, c'est le respect du nombre de mots. Le non-respect, alors donc, il faut lire la note aux auteurs. Le non-respect de la structure du journal. Il faut relire et relire la note aux auteurs, lire des papiers récents du journal que vous avez ciblé. La non-citation systématique du journal dans lequel vous soumettez, surtout si c'est un travail récent qui a été publié, l'éditeur en chef, il vous dit bah, pas de problème, refus direct, vous n'avez aucune justification, ce travail n'apporte rien. La mise en forme de la liste des références. Ça paraît bateau ce que je vous dis, alors vous pouvez faire confiance à EndNote, à Zotero. Personnellement, je ne lui fais pas trop confiance parce que ça fait faire des erreurs automatiques, mais peut-être que je ne le maîtrise pas bien. En tout cas, c'est un critère de qualité. Ce n'est pas un critère de refus, mais c'est un critère de qualité. Si la liste des références est truffée d'erreurs, si vous n'apportez pas de niveau de preuve, s'il n'y a pas de déclaration de conflit d'intérêt, et surtout, si vous ne discutez pas les limites de votre étude, ça veut dire qu'il n'y a pas de validité externe, et ça, pour nous, c'est un motif de refus direct. Très bien. Je crois qu'on s'approche tout doucement de la fin de votre intervention. Il me semble que vous avez fait un petit résumé, deux petites checklists. La première sur checklist avant de démarrer son projet de recherche. Toute idée n'est pas forcément géniale et innovante, il faut justifier. Contacter le biostat, ça permet de dimensionner le travail. Avoir un encadrant expérimenté, ça évite les erreurs grossières. Rédaction première du protocole de la fiche d'évaluation, ce qui vous détermine le type d'étude, savoir quelle déclaration vous devez faire. Pour certains, le soutien d'un medical writer, mais ça a un coût. Et puis le financement est à déterminer avec votre auteur senior. Deuxième Alors, checklist. chaque journal a sa checklist. Avant de soumettre. Et donc, je vous en ai mis deux exemples, mais on peut pas. Vous trouverez sur la note aux auteurs la checklist de ce que vous recommande la revue. Alors, je dirais en conclusion, la rédaction médicale, c'est l'aboutissement du travail de recherche. C'est pas un art, c'est une technique. Ça s'adapte aux contraintes réglementaires, aux politiques éditoriales. Les paroles s'envolent, les écrits restent, mais ne sont pas évolutifs, au contraire de la rédaction médicale. Et puis, un dernier détail. Moi, je le fais encore actuellement. J'ai 300 papiers qui sont publiés. Relisez votre travail plusieurs fois. Quelques jours, laissez-le au repos. Faites-le circuler, faites vos co-auteurs. C'est indispensable. Ils doivent approuver le travail. Vous donnez leur déclaration de conflit. Généralement, ils ne le donnent pas. Et puis, personne ne peut écrire un article merveilleux du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend et vous devez progresser. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps juste pour vous montrer ça. Ça prend 2 secondes. J'ai dirigé un travail pour la Softcote et on s'est posé la question, est-ce que dans les littératures, on connaît le seuil de détection clinique de l'inégalité de longueur des membres inférieurs? La question paraît banale. On a fait la biblio, il n'y a rien. Donc on a été voir le biostat, on a été voir le laboratoire de simulation à Lille et on s'est dit, on va faire un travail in silico. Donc pour un travail in silico, il n'y a pas besoin de passer un CPP, de passer rien du tout. On a créé un mannequin, on a créé des inégalités de longueur, on l'a fait lire à 40 chirurgiens qui l'ont relu pour la plupart 2 fois, ce qui nous a donné aussi une reproductibilité intra- et inter-observateur. Donc il y avait 4000 mesures, le biostatisticien, l'image ne passe pas, était très content. J'aimerais que ça passe. Ça ne passe pas, j'en suis désolé. Et donc, on a pu arriver à la conclusion, qui n'avait jamais été faite au préalable, que l'inégalité de longueur, c'est 5 mm. Si vous êtes sur un drap, si vous êtes sur un plateau avec des dessins centimétriques, vous tombez à 3,2 mm. Vous voyez qu'à partir d'une étude très simple, si vous regardez la littérature et qu'il n'y a rien, il faut vous engouffrer
Et là, vous pouvez faire un travail qui peut être publié en moins d'un an, en échappant complètement aux critères puisque là, on est dans une silico, donc il n'y a absolument aucun CPP et aucune donnée à soumettre à un comité d'éthique. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Migaud. Je pense que vous avez très bien résumé les bases à connaître pour rédiger son premier article et je pense qu'on a maintenant toutes les clés pour faire notre premier projet de recherche. Bien sûr, vous n'avez pas oublié de préciser certains warnings. Il faut trouver un bon encadrant. Il faut bien sûr être bien entouré avec un bon statisticien. Et attention aux revues. Encore merci, Monsieur Nous Migaud. vous remercions. Bonne continuation. Très et bonne travaillez journée à bien. vous. On va maintenant accueillir notre deuxième intervenant, qui nous a fait le plaisir d'accepter la sollicitation, qui est le docteur Antoine Poichotte, qui est aussi chirurgien orthopédiste, mais pas que. Il est aussi Data Protection Officer de la SOFCOT, la Société française d'orthopédie et chirurgie traumatologique. Et il faut le voir pour le croire, un chirurgien qui s'intéresse à la légalité, à la déclaration des études, c'est possible. Donc vous allez nous faire une petite présentation justement pour entreprendre son étude sans être dans l'illégalité. Oui, bonjour à tous et merci Nicolas de m'avoir proposé ce challenge de présenter en 30 minutes ce qui est légal et pas légal dans la recherche médicale parce que 30 minutes ça va être un peu court et je me suis demandé comment j'allais faire pour vous présenter ça. Eh bien, attention là, c'est la présentation de Mathieu, je pense, qui est à l'écran là, enfin que je vois sur mon téléphone. Oui, confirme que c'est la mienne. Oui. Oui, quel logiciel pour faire sa base? Moi, c'est pas. On est en train de Voilà. vérifier à la régie. Voilà. Donc, je prends. Donc, Faudra juste bien faire attention à passer vos diapos. On a eu deux toutes petites erreurs à la présentation d'avant, donc voilà. oui, oui, donc là, ça va aller. Ça va simplement changer le regard. Bon, donc, entreprendre une étude sans être dans l'illégalité, en une demi-heure, c'est difficile de passer tout en revue. Et donc, j'ai décidé de faire ça en deux parties. La première partie, ça va être de rappeler les notions qui existent au sujet et de tous ces termes MR04, rétrospectif, prospectif, enfin, tout ce qu'on voit passer et de voir comment ça se rattache aux règles. Et puis une deuxième partie pour voir comment on monte le dossier un peu plus précisément. Alors, les bases pour comprendre. Euh, alors, on a un règlement et une loi qui sont la base de tout, la loi informatique et liberté et le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Ces deux textes concernent le traitement de toutes les données nominatives, qu'elles soient médicales ou non médicales. Et puis, dans le domaine de la recherche médicale, on a maintenant la loi Jardé qui a révisé toute la recherche médicale. La loi Jardé, c'est la loi relative à la recherche intéressant la personne humaine et on parle très régulièrement de RIPH. Et cela va s'opposer aux recherches sur les recherches sur les données médicales extraites des fichiers et de toutes les databases qui existent, quelles qu'elles soient. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une RIPH? Comment est-ce qu'on sait qu'on est en RIPH? Eh bien, si on est obligé pour sa recherche de contacter le patient, quelle que soit la façon dont on le contacte, que ce soit en consultation, en télémédecine, qu'on lui envoie un mail pour répondre à des prompts, qu'on lui téléphone, on contacte le patient, donc on intéresse la personne humaine et donc on relève de la loi Jardé. Alors, la loi Jardé distingue trois catégories, en fait, en fonction du niveau de risque que l'on va faire courir au patient à partir des données que l'on va demander dans le protocole de recherche. Il est à noter que les examens que l'on va pouvoir demander sont listés dans deux décrets. Donc, on est assez contraint de ce côté-là. Le RIPH de niveau 1, c'est le plus gros niveau de risque. Vous ne serez pas concerné en tant qu'interne, hein. C'est les recherches sur les nouveaux médicaments, sur les nouveaux dispositifs médicaux implantables, ceux qui ne sont pas encore sur le marché, qui n'ont pas leur marquage CE. Euh, pour ces recherches-là, en plus du protocole CPP et de tout ça, il faut une autorisation spécifique
de l'Agence nationale sur la sécurité du médicament. Le niveau 2, c'est le niveau de risque qu'on considère comme moyen. Alors, il y a des examens qu'on considère à risque. Une simple radiographie est considérée comme à risque puisqu'on irradie le patient. Alors là, on considère que ce sont les radiographies qui ne sont pas utilisées dans la pratique courante de notre activité médico-chirurgicale. Les imageries invasives sont évidemment des examens à risque septique, à risque allergique, quand on est obligé de faire des analyses de sang répétées, etc. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça est listé dans un décret. Ces RIPH de niveau 2 nécessitent une assurance spécifique pour la recherche. Les RIPH de niveau 3, le risque est considéré comme faible ou inexistant. Donc on retrouve là les radiographies que l'on utilise en pratique courante. C'est par exemple les radiographies que l'on fait tous les 2 ans, 3 ans, 5 ans pour le suivi des implants articulaires. Mais il faut pouvoir le démontrer. C'est pour ça que la Softcode, par exemple, pour les prothèses, a rédigé une recommandation à ce sujet que l'on peut fournir à un CPP, ce qui permet de rester en RIPH de niveau 3. Et puis, on va retrouver évidemment les scores que l'on va pouvoir demander aux patients, que l'on n'a pas de façon systématique dans les dossiers médicaux. Et puis, on a le RGPD. Alors, le RGPD, c'est un grand règlement européen qui, donc, d'un point de vue législatif, est situé au-dessus des lois françaises. Mais enfin, la loi informatique et liberté a complètement intégré maintenant le RGPD. Le RGPD s'applique d'abord et avant tout à tout traitement de données nominatives, qu'elles soient médicales ou pas médicales. Et pour ces traitements de données nominatives, il y a 3 impératifs à respecter. Il faut informer le patient. Hein, alors, cette information du patient, elle peut se faire en donnant une feuille qui précise le pourquoi de la recherche, les données que l'on va enregistrer, comment on les analyse. On peut envoyer cette information par email. On peut même éventuellement envoyer un lien vers un site web qui détaille complètement la recherche. On est assez libre de ce côté-là. Et puis par rapport à cette information, il faut recueillir le consentement. Alors le consentement du patient, mais vous avez aussi le consentement pour tout traitement de données nominatives. C'est la fameuse case que vous avez sur Internet. J'accepte qu'on utilise mes données pour votre service Internet, service web, il y en a partout. Pour les données médicales, il y a 2 types de consentement. Il y a la non-opposition. Alors ça, c'est quand même assez pratique, c'est-à-dire notamment pour les recherches courantes que vous serez certainement en tant qu'interne amené à réaliser. La non-opposition, ça veut dire qu'on informe le patient, et puis que si à la fin de cette information, il dit rien, ou en tout cas il ne s'oppose pas, eh bien c'est qu'il est d'accord pour participer à la recherche et à l'utilisation de ces données. Cela dit, s'il s'y oppose, il faut noter cette opposition dans son dossier médical et le tracer. Et puis, il y a l'information, enfin le consentement, pardon, le consentement, comme on dit, libre et éclairé, hein, qui demande une signature du patient et qui concerne essentiellement les RIPH 1 et les RIPH 2. Le deuxième point important du RGPD, c'est la sécurisation des données. Alors ça, on pourrait y passer un webinaire complet là-dessus. Il est quand même à noter que cette sécurisation des données ne concerne pas seulement les données informatiques. La simple liste de membres d'un club de foot d'un petit village au milieu de la France, c'est un traitement de données qui doit être sécurisé. On ne peut pas le laisser traîner partout. Il faut qu'il soit rangé dans le bureau du club, dans un tiroir fermé à clé. Et puis le troisième point, c'est qu'il faut minimiser les données recueillies. Les données recueillies par rapport au protocole. Hein, on ne peut pas se permettre d'avoir des données qui ne servent à rien. Hein, alors par exemple, dans les recherches médicales, on a besoin très souvent de l'âge du patient. Pour avoir l'âge du patient, il faut connaître sa date de naissance. Ben, en fait, dans les études adultes, la simple année de naissance suffit. On n'a pas besoin de la date entière. Que le patient il ait 50 ans ou 50 ans et 3 mois, généralement, ça importe peu. Alors évidemment, pour vous, chirurgien pédiatre, il va falloir être un peu plus précis avec le mois et l'année parce que bah, un enfant de 6 mois, il n'a pas forcément les mêmes réactions qu'un enfant de 10 mois ou 12 mois. Hein. Mais la minimisation des données, c'est quelque chose qui est facilement oublié et c'est quelque chose que le RGPD
peut sanctionner. Alors justement, on va venir à cette sanction. Hein, avant même que le RGPD soit mis en œuvre en Europe, la CNIL avait simplifié les procédures de mise en place de fichiers nominatifs de données, et pas seulement de données médicales. Autrefois, il fallait faire une demande d'autorisation avant d'avoir l'autorisation de mettre en œuvre le traitement. Ça pouvait prendre 6 mois, un an, parfois plus d'un an. Hein, c'était très compliqué. Maintenant, c'est facile. N'importe qui a le droit, n'importe quand, de mettre en place un traitement de données nominatif, y compris médical. C'est quand même une grande simplification et c'est pour ça que j'ai du mal avec tous les chirurgiens, orthopédistes qui me proposent des protocoles à mettre en place auprès des CPP, de dire, ouais, mais avant, c'était vachement plus simple. Maintenant, avec le RGPD, c'est compliqué. C'est surtout qu'avant, on ne respectait pas la loi, alors donc c'était plus simple. Maintenant qu'on est obligé de respecter la loi parce que le RGPD impose, en contrepartie de cette facilité de ne pas avoir de déclaration à faire, qu'il faut s'engager à respecter point à point le RGPD. Et le respecter point à point, ça veut dire qu'on peut être sanctionné sur le non-respect de la minimalisation, sur le non-respect de l'information aux patients. Hein, et c'est très très facile. Et toutes les CNIL européennes travaillent dans le même sens et avec les mêmes règles et les mêmes, comment dire, les mêmes sanctions. Euh, pour info, ces sanctions peuvent monter jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires mondial de la société. Meta, la société de Facebook, vient de prendre une amende de 102 millions de dollars pour ne pas avoir sécurisé les mots de passe de 9 millions de Facebookers et les 40 000 agents de Meta se sont pas privés d'aller consulter le contenu des posts Facebook. Alors, en termes de données médicales, puisque tout ce que je vous ai dit, ça concerne les données nominatives, quelles qu'elles soient. En termes de données médicales, la CNIL, contrairement à ce que tout le monde dit, nous a finalement bien simplifié les choses en mettant en place les méthodologies de référence, qu'on appelle les MR. Le professeur Migaud vous en a parlé avec la MR04, parce que c'est celle finalement qu'on utilise le plus fréquemment en termes de recherche clinique courante. Il faut savoir que ces méthodologies de référence, vous ne pouvez pas les obtenir en tant qu'individu. Hein, ce sont des sociétés qui les obtiennent parce qu'il faut un numéro SIRET. Hein, ça veut dire que les CHU, les universités, les laboratoires de recherche, les cliniques, les industriels, ils ont tous maintenant leur méthodologie de référence validée. Il faut savoir aussi que lorsque l'on fait une recherche ou qu'on déclenche une recherche, c'est le détenteur de la méthodologie de référence qui est responsable du traitement. Alors, ces méthodologies de référence ont aussi le gros avantage qu'on l'obtient une fois pour toutes et elle est valable pour toutes les études à venir. On n'a plus besoin de refaire des demandes année après année, étude après étude. Alors, elles sont adaptées en fonction des RIPH. On a une méthodologie de référence par RIPH. Et puis, on a cette fameuse méthodologie de référence MR04 pour toutes les études sur données de santé. Alors, je dis cette fameuse étude parce que tout le monde s'est aperçu que de passer par une RIPH04, ça permettait surtout d'éviter de passer par un comité de protection des personnes et son dossier parfois volumineux et ses demandes de correction qui sont demandées par les CPP, ce qui est surtout très complexe. Ça veut dire aussi qu'il faut les respecter. Il faut respecter le contenu de la méthodologie de référence et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir et j'ai beaucoup de mal avec mes collègues pour les symposiums de la Softcode, par exemple, à récupérer les tables de correspondance, mais je vais vous en reparler. Alors, notion aussi qui n'est pas souvent bien comprise, c'est pseudonyme et anonyme. Les gens se disent, ouais, le fichier il est anonyme, on n'a pas mis le nom du patient, c'est anonyme. Non, pas du tout. Une donnée anonyme, c'est une donnée qui ne permet pas de remonter à l'identité d'un individu. Alors, un résultat de recherche, comme par exemple 20% de femmes dans la recherche, ça, c'est une donnée vraiment anonyme parce qu'avec cette seule notion de 20% de femmes, on ne pourra pas remonter à l'identité d'une patiente de la recherche. C'est pour ça qu'il faut parler en fait de fichiers pseudonymisés. Les fichiers pseudonymisés ne permettent pas d'identifier ou de réidentifier facilement le patient. On va remplacer l'identité du patient par un code
alors qui peut être complexe ou pas complexe. Autrefois, quand on parlait des cahiers de recherche qu'on faisait, où on mettait l'identité, on mettait juste les initiales du patient et le numéro d'inclusion, c'était un code de pseudonymisation, puisque ce code-là, à lui seul, ne permet pas de retrouver le nom du malade concerné. Maintenant, c'est quand même un peu plus compliqué avec la puissance informatique. On ne peut plus se permettre d'avoir des codes aussi simples parce que même si un fichier est pseudonymisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le nom et le prénom du patient, avec les données qu'il y a dans le fichier, comme par exemple une date d'intervention, une clinique, complication qui serait survenue, eh bien quelqu'un qui a accès au dossier médical du patient va retrouver le nom du patient. Il va être réidentifié. Et ça, c'est quelque chose euh, contre laquelle lutte la CNIL et toutes les CNIL d'Europe. Hein, donc il faut faire très attention et ne travailler finalement qu'avec des fichiers pseudonymisés, ce qui est assez difficile à faire et assez astreignant parce qu'il faut mettre en place une table de correspondance. Il est évident que votre fichier pseudonyme, vous ne pourrez pas le mettre à jour si vous ne connaissez pas le nom du patient de la fiche concernée. Donc vous devez avoir un petit fichier à côté qui associe ce code pseudonyme et le nom du patient. Ce qui veut dire de faire des petites manipulations. Et ça, les chercheurs ont beaucoup de mal en disant, ouais, mais c'est compliqué. Si on avait les initiales, ça serait plus simple. Mais enfin, les initiales, ça permet de retrouver encore plus facilement le nom du patient. Ça impose de travailler plus avec l'informatique et de ne pas laisser traîner des papiers sur les bureaux. Papiers qui, je vous le rappelle, doivent répondre aux règles du RGPD sur leur sécurisation. Rétrospectif et prospectif. Alors là aussi, spontanément, on sait ce que c'est. Si c'est en rétrospective, ça veut dire qu'on va étudier des données qui sont déjà connues, déjà enregistrées dans des bases de données, et donc on n'est pas sous le coup de la loi Jardé. Cela dit, compte tenu de la qualité des dossiers ou parce que sont apparus des nouveaux scores, on peut tout à fait être amené à rajouter des informations à des données qui existent déjà dans les dossiers. Et donc, on peut être amené à faire une étude rétrospective, mais sous loi Jardé, qui sera la plupart du temps une RIPH 3, puisque c'est rajouter un score ou simplement compléter des données manquantes. Donc, le prospectif, on comprend bien là qu'à partir d'un instant donné, on va inclure des patients et puis recueillir des nouvelles données médicales pour correspondre et pour répondre à la question que pose le protocole. Donc, les recherches prospectives doivent obligatoirement être des recherches sous loi Jardé, ce qui veut dire passage devant une commission de protection des personnes et toutes les difficultés qu'on a à rédiger les dossiers. Alors, la CNIL, encore une fois, nous a trouvé une solution finalement qui est assez élégante et qui peut s'appliquer à la recherche en pratique courante. Évidemment, ça ne peut pas s'appliquer peut-être pour les MR01, mais en pratique courante, ce qu'elle appelle, c'est l'acquisition de données glissantes. On va pouvoir faire du prospectif sous MR04, donc sans passer par la loi Jardé. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, au moment où on a rédigé le protocole, et quand le protocole est terminé de rédiger, il va falloir installer dans le dossier médical du patient toutes les fiches de recueil des données médicales spécifiques à la recherche. Une fois que c'est installé, on va pouvoir inclure les patients et recueillir les données. Et puis, une fois que toutes les recherches sont données, quand on va fermer la base de recherche, eh bien, on va analyser les données qui sont cette fois-ci des données incluses dans une database sans avoir à convoquer les patients. Et on est donc à ce moment-là sur une analyse de données sous MR04. C'est quand même assez pratique, hein, mais il faut évidemment bien mettre en place le système auparavant. Et quand on est en multicentrique, il faut s'assurer que tous les centres ont effectivement mis en place dans tous leurs dossiers de patients, et on sait qu'il n'y a pas un hôpital qui utilise le même logiciel de dossier médical, hein, qu'il faut mettre ça en place dans tous les dossiers, ce qui peut prendre parfois beaucoup de temps. Ah, c'est passé deux fois, excusez-moi. Le comité d'éthique. Alors, tout le monde s'est aperçu maintenant que les revues, je ne sais plus si le professeur Migaud en a parlé, les revues demandent un avis d'un comité d'éthique avant de publier une recherche. Alors, le problème avec les comités d'éthique, c'est qu'il n'y a pas de définition légale ou réglementaire d'un comité d'éthique. Alors en fait, ce qu'on voit et ce qui se passe actuellement, c'est que tous les CHU, toutes les universités ont mis en place leur propre comité d'éthique.
La Sofcote elle-même a son comité d'éthique, l'IRB-COT, et ça laisse de la souplesse finalement à tous les gens qui veulent publier des données, de faire une demande auprès de ce comité d'éthique. Alors, normalement, cette demande auprès du comité d'éthique, elle doit être faite avant que la recherche soit terminée. Normalement, c'est mieux, mais ce n'est pas forcément le cas. L'IRB-COT reçoit régulièrement des demandes d'avis éthiques pour des recherches qui sont déjà terminées. Il est évident que si vous passez par un CPP va vous donner l'autorisation de recherche, l'autorisation du CPP est également un avis éthique. Donc les recherches sous loi Jardé, elles ont forcément un avis éthique que vous pouvez donner à la revue qui vous la demande. Il faut savoir aussi que pour les recherches sous MR04, et comme vous l'avez vu, c'est les recherches qui sont le plus souvent réalisées, qui nécessitent une inscription sur le Health Data Hub, et ça c'est obligatoire, on ne fait pas de MR04 sans inscription sur le Health Data Hub. Eh bien, cette simple inscription n'est pas un avis éthique. Donc, il va falloir le rechercher, ce qui encore complique un petit peu les choses. Et puis enfin, le DPO. Je dis enfin parce que ça résume le tout. Le délégué à la protection des données, le Data Privacy Officer. Donc maintenant, tout le monde dit DPO parce qu'on est européen. Il faut savoir que le DPO, il est obligatoire pour tous les organismes publics. Ça veut dire que tous les CHU, toutes les universités, tous les laboratoires de l'INSERM ont tous leur DPO. Et que le DPO est aussi obligatoire pour les traitements à grande échelle de données de santé. Le problème encore, c'est qu'aucun texte réglementaire ne définit ce qu'est une grande échelle. Alors je pense que vous, en tant qu'interne qui allez faire des études en pratique courante, vous allez travailler sur des petits fichiers. Vous allez avoir à propos de 100 cas, à propos de 1000 cas. Si vous avez à propos de 10 000 cas, c'est déjà une très belle étude. À propos de 10 000 cas, on commence à être peut-être dans la grande échelle. Et là, il vous faudra forcément l'aide du DPO pour savoir si vous avez besoin de réaliser une AIPD, une analyse d'impact de la protection des données, qui est un travail assez fastidieux, difficile à réaliser. Mais les DPO, et notamment les DPO universitaires, ont mis en place une AIPD type qui vous permet de répondre à cette question de façon assez simple dans le cadre des MR04. Et puis, c'est une grande aide. Le DPO est une aide. Et donc, dès que vous arrivez à votre premier semestre en tant qu'interne, je vous conseille de prendre contact avec le DPO de votre université ou celui de votre CHU de rattachement parce que vous allez forcément en avoir besoin. Alors, comment on organise une recherche en pratique? Les problèmes de transmission de données, là. Alors, en tant qu'interne, doctorant ou simple interne que vous voulez faire une recherche, vous ne pouvez pas vous-même déclarer une recherche médicale ou même demander un avis auprès d'un CPP ou même faire le dépôt d'une MR04 auprès du Health Data Hub. Vous devez obligatoirement passer par votre université ou votre CHU et donc par le DPO de votre université ou de votre CHU, car c'est le CHU ou l'université qui sont responsables du traitement des données que vous allez utiliser et analyser. Alors c'est un grand avantage parce que le DPO va vous permettre de faire une grosse partie de ce travail administratif. C'est personnellement ce que je fais pour les symposiums de la Sofcote où je passe quand même pas mal de temps à mettre en place des dossiers pour les CPP ou les déclarations au Health Data Hub. Donc il vous est très fortement conseillé de prendre contact avec le DPO de votre université dès votre prise de fonction. Je le répète, je me répète, mais c'est très important. Alors, comme on vous l'a dit, la base de la base, c'est le protocole de recherche. Alors, je ne vais sûrement pas revenir sur tout ce que vous a expliqué le professeur Migaud, et notamment l'impératif de trouver un biostatisticien pour vous aider, et notamment pour le calcul du nombre de cas nécessaires à votre recherche, parce que ça, c'est une information que l'on doit fournir dans le protocole. Sans ça, le protocole n'est pas recevable. Que ce soit un protocole déposé auprès d'un comité de protection des personnes ou du Health Data Hub, s'il n'est pas conforme, il sera refusé. Et donc, il faut s'attacher à faire un protocole
parfaitement bien ficelé. Alors, il y a deux façons, enfin, il y a deux paragraphes dans ce grand protocole. Il y a la partie scientifique et statistique, ça c'est le professeur Migaud qui vous en a parlé. Et puis il y a la partie purement réglementaire et notamment la partie de sécurisation des données. Alors c'est forcément complexe quand on n'est pas dedans, quand on nage pas dedans, mais le Health Data Hub fournit ce qu'il appelle un starter kit. Je vous donnerai l'adresse en fin de webinaire. Le Starter Kit va vous expliquer pas à pas comment vous devez monter votre dossier de recherche clinique. Et cette recherche sur le HDH, c'est pour les recherches MR04, mais ça s'applique de façon identique pour un CPP. Et la simple différence, c'est que le CPP, comme on vous a dit, va être beaucoup plus pointu sur l'analyse statistique, notamment. Euh, il faut au moins 3 mois pour rédiger un protocole qui se tient. Que on ait tout vérifié, qu'on ait vérifié avec les collègues, qu'on ait vérifié avec le biostatisticien. Il faut 3 mois pour un dossier. Ensuite, en même temps que le dossier, enfin le protocole plutôt, il va falloir, et ça on vous en parlera tout à l'heure avec Mathieu Faron, il va falloir mettre en place l'outil de saisie des données et l'outil d'analyse statistique de ces données. C'est ce qu'on appelle globalement le ICRF. Je crois que aujourd'hui, en 2024, presque 25, on ne peut plus se permettre de passer par des cahiers manuels de recherche pour la saisie des données. C'est pas du tout possible. Euh, Vos données brutes de recherche donc, doivent être dans un fichier informatisé. Et comme c'est un fichier informatisé, il est encore plus soumis aux contraintes du RGPD. Alors, le professeur Migaud vous a parlé de Excel. Excel est un outil fantastique, mais c'est un outil surtout très dangereux. Alors, si vous êtes dans le cadre d'une recherche interne, c'est-à-dire une recherche monocentrique, essentiellement rétrospective ou peut-être même avec rajout de données en RIPH3, vous pouvez éventuellement utiliser Excel à la fois pour l'acquisition des données et à la fois pour les mesures statistiques des données. Mais attention, Excel, vous devez utiliser la dernière version à jour parce qu'il doit obligatoirement être à jour des derniers modificatifs de sécurité. Et vous devez obligatoirement enregistrer votre fichier Excel avec un mot de passe parce que ce mot de passe va chiffrer le fichier Excel. Comme ça, si vous le laissez sur une clé USB et que vous faites voler votre clé USB, le fichier, sans le mot de passe, ne pourra pas être déchiffré. Et ça, c'est un impératif du RGPD. De la même façon, vous n'avez pas le droit de transmettre une liste de patients par un email non sécurisé. Si vous utilisez un email non sécurisé, vous devez chiffrer le dossier, le fichier au départ, ce qui vous oblige aussi à transmettre le mot de passe à celui qui va avoir à déchiffrer le fichier à l'arrivée, ce qui est une gymnastique parfois un peu difficile. Alors l'intérêt d'utiliser un fichier Excel avec mot de passe est quand même très intéressant. Mais c'est la seule, je crois, situation où vous aurez le droit d'utiliser Excel. Dans tous les autres cas, eh bien, il va falloir que vous vous trouviez un gestionnaire de fichiers qui vous permette de pseudonymiser le fichier. Et il va falloir gérer les tables de correspondance centre par centre. Alors, Mathieu Faron vous parlera des différents moyens et des différents outils de calcul et de statistiques qui peuvent être séparés de votre fichier de recueil. Vous pouvez faire un fichier pseudonymisé de recueil, et puis au moment où vous devez analyser les statistiques, vous pouvez exporter les données sans même exporter le numéro de pseudonymisation dans l'outil statistique. Et là, on a effectivement un fichier qui est anonyme, puisqu'on n'a même plus de pseudonyme. Enfin, quand je dis qu'il est anonyme, je vous ai dit, attention, on a quand même des moyens de réidentification. Donc, il faut faire très, très attention. Mais on considère que le statisticien va pouvoir accéder à cet outil de données de façon quand même sécurisée s'il n'a même pas les numéros de pseudonyme. Ces outils peuvent coûter. On a des outils comme EasyMedStat, comme Calymed, enfin on a des tas de sociétés qui mettent en place des outils comme ça de recherche. Ça n'est pas anodin d'un point de vue du coût. Alors, une fois que vous avez obtenu l'autorisation, alors je ne rentre pas sur comment est-ce qu'on fait un dossier de CPP, parce que là, il faudrait un autre webinaire rien que pour ça.
mais je vais vous donner des adresses pour retrouver les informations. Et de toute façon, pour vous, interne, c'est le DPO qui va le faire. Hein, une fois que vous avez votre autorisation de recherche, c'est-à-dire que le CPP a donné un avis favorable ou que vous avez déposé votre protocole MR04 sur le HDH, vous allez pouvoir commencer à saisir les données. Alors, comme il faut 2 mois pour obtenir l'avis d'un CPP, c'est le minimum. Alors, dans la loi, ils mettent 45 jours. Sauf que les 45 jours, c'est à partir du moment où le dossier a été reconnu recevable. Mais comme les CPP, il n'y en a que 40 pour toute la France et qu'ils ne se réunissent pas tous les jours, généralement, les 45 jours sont largement dépassés. Hein. Donc, il faut compter 2 mois pour l'avis d'un CPP. Pour déposer un dossier sur le HDH, ça prend 40 minutes, mais vous voyez que vous ne pouvez pas commencer à saisir les données de votre recherche avec un minimum de 2 mois de délai. Et puis, voilà, c'est le minimum pour une recherche en monocentrique, on va dire. Si vous partez sur une recherche multicentrique, et surtout sur une recherche, alors sur une recherche multicentrique simple en MR04, hein, il va falloir compter le temps de mettre en place les dossiers et de vérifier la saisie des données sur la base de données pseudonymisée et la mise en place de pseudonymisation et tout cela. Hein, donc il faut rajouter du temps, donc il faut compter probablement 6 mois pour mettre en place la recherche. Et puis, si vous partez sur une recherche prospective, même en prospective glissant sous MR04, en comptant le temps de développer, le temps de mettre en place les recueils et le temps de mettre en place la base statistique, 1 an d'inclusion de données, plus 1 an de suivi des patients, ça veut dire un minimum de 3 ans pour avoir une petite recherche prospective en situation clinique courante. Vous êtes interne, vous devez faire votre thèse ou publier votre papier avant la fin de la phase d'approfondissement, c'est-à-dire avant de la 4e année. S'il vous faut 3 ans pour faire la recherche, ça veut dire qu'il faut que vous décidiez de la recherche que vous voulez faire au premier semestre d'internat. Alors là, une petite notion différente, c'est les questionnaires anonymes qu'on voit fleurir. Là, on nous envoie aussi dans nos mails un questionnaire pour dire ah ben voilà, on veut faire une étude sur la qualité de vie au bloc opératoire ou des choses comme ça. Alors attention à ces questionnaires anonymes. Je vous ai dit, l'anonymat en matière d'informatique, ça n'existe quasiment plus maintenant. Alors, si vous envoyez un questionnaire et qu'en plus, à la fin, vous demandez l'email pour dire ah bah, donnez-moi votre email, on va vous envoyer le résultat de notre étude à la fin, il n'y a plus d'anonymat ici, donc vous ne pouvez pas dire que votre questionnaire est anonyme. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de le faire, mais ça veut dire que vous rentrez dans le cadre du traitement de données nominatives et que vous devez donc respecter les règles du RGPD, notamment les règles de la minimisation des données. Vous ne devez pas mettre dans vos questionnaires des questions qui ne vont pas être analysées dans votre protocole, parce que votre questionnaire anonyme qui est là pour faire une recherche dans le domaine de la santé, même si ce n'est pas sur des données médicales, il doit avoir un protocole de recherche, même si on n'a pas besoin de le déclarer ni au CPP, ni au HDH. Hein, il faut absolument qu'il rentre dans le cadre du RGPD. Ça veut dire aussi, et je vous conseille, c'est d'utiliser des fichiers systématiquement chiffrés. Et ça, on voit apparaître de plus en plus de cas et d'amendes distribuées parce que le chiffrement n'a pas été respecté. Et puis voilà, donc pour finir, quelques liens utiles hein, que vous pourrez donc cliquer dessus. Ben, vous avez le Starter Kit du Health Data Hub, et ça c'est un outil considérable. Moi je l'utilise régulièrement pour mettre en place les dossiers, et pas seulement les dossiers MR04, c'est utile pour mettre en place un dossier de CPP. Si vous respectez complètement ce que vous dit le Health Data Hub, il n'y a pas de raison qu'un CPP vous refuse le dossier en dehors du problème strictement scientifique. Hein, mais ça, c'est ce que vous a dit Henri Migaud et c'est ce que va vous dire, ce qu'on va vous expliquer dans le séminaire suivant. La Sofcote a mis en place un site sur la recherche clinique qui reprend la totalité de ce que je vous ai dit en approfondissant bien des choses. Hein, donc ça aussi, vous pouvez y aller. C'est moi qui le gère et c'est moi qui récupère les questions hein, parce que ben, en tant que DPO de la Sofcote, moi je réponds à tout le monde, tous les internes, qu'ils soient orthopédistes ou pas orthopédistes.
Hein. Et puis, je rappelle que la Sofcote a son propre comité d'éthique. Alors, on répond aux demandes des membres de la Sofcote. Alors, tous les internes d'orthopédie peuvent être membres de la Sofcote. Pour les internes pédiatres d'autres spécialités, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais il ne devrait pas y avoir de raison. En tout cas, si vous passez par moi, exclusivement par mail, il n'y a pas de problème, je vous répondrai toujours. Voilà. Parfait. Merci. Merci infiniment, docteur Poichot, pour cette communication très détaillée et pratique sur la déclaration de ces études. Je vous remercie encore, c'est quelque chose qui nous fait peur en tant que jeunes chirurgiens et qui souvent est pas très bien maîtrisé par nos seniors. Oui, ah bah ça c'est sûr, oui. On va maintenant enchaîner notre dernière communication avec le docteur Faron, qui a deux casquettes, une casquette de chirurgien mais aussi une casquette de biostatisticien. Et on va faire appel à cette deuxième casquette pour une présentation très pratico-pratique, mais essentielle hein, pour vraiment gagner des heures et des heures de temps de travail sur comment bien élaborer sa base de données et éviter les pièges classiques. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter effectivement une présentation pratique sur comment on fait sa base de données et deux façons à simplifier son analyse statistique. C'est un peu l'expérience de 15 ans de je suis le statisticien du service, donc toutes les bases de données des autres arrivent sur mon bureau et c'est tout le temps les mêmes erreurs qui sont commises. Alors, avant de commencer, le premier conseil, c'est quand vous voulez commencer une étude, on vous donne une étude à faire, c'est de ne pas se précipiter. Alors, nous, on descend aux archives, maintenant, vous retournez dans le système de gestion du dossier patient. Il ne faut pas se précipiter. Vous voyez cette citation de Lincoln, si on me demande de couper un arbre en 6 heures, je passe les 4 premières heures à aiguiser ma hache. Et donc, vous, ça va correspondre à réfléchir à l'avance quelles sont les variables qui sont indispensables à rentrer dans la base de données qu'il ne faut pas oublier. Et souvent, en tant qu'interne ou jeune interne, on n'a pas forcément le recul sur la pathologie pour toutes les avoir en tête, donc demandez aux personnes qui vous seniorisent. Et il y a également un autre problème qu'on voit souvent, c'est trop de variables inutiles qui sont récupérées. Et je vois des internes qui ont sorti 200, 300 colonnes dont je vais utiliser que 20 ou 30, ce qui est dommage. Donc il faut aussi un peu freiner les PUPH quand ils vous disent si tu sais pas, tu prends, tu prends, tu prends, parce que le temps peut devenir considérable. Donc bien réfléchir avant même de commencer, qu'est-ce qu'on va prendre comme données. Le deuxième conseil, c'est quel logiciel pour faire sa base. Alors, les orateurs précédents ont déjà un petit peu commencé à en parler. C'est vrai que jusqu'à quelques années, on voulait faire une base de données, on se disait, bah, j'utilise Excel. C'est normal, c'est le logiciel que vous connaissez le plus. Mais le problème d'Excel, c'est pas un logiciel de base de données, c'est un tableur. Et donc, il n'est pas fait pour ça. Il a des limitations en termes de nombre de lignes, de nombre de colonnes. Il n'y a pas de garde-fou, c'est-à-dire qu'une case qui est censée contenir une date, vous pouvez mettre n'importe quoi à l'intérieur, il ne va pas vous bloquer. Donc moi, je serais encore plus restreint que les orateurs d'avant. Ça reste envisageable vraiment si vous avez une base de toute petite taille, vous avez une dizaine ou une quinzaine de souris, pourquoi pas? Si vous êtes que deux à rentrer des données dans la base, c'est-à-dire vous, votre co-interne ou vous, votre directeur de thèse, et dès que la base de données est vraiment pas complexe. Dans tous les autres cas, il va falloir passer à un logiciel spécialisé de base de données qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficient, de contrôler les données dès leur saisie. Et par exemple, nous utilisons RedCap, mais en contrepartie, bah, avoir un petit apprentissage nécessaire. J'ai mis que c'est plus long à mettre en place, sauf que le temps qu'on va, entre guillemets, perdre à la mise en place, on le regagnera au décuple ou au centuple au moment de l'analyse, puisque tout sera déjà directement analysable. Et à mon avis, c'est vraiment indispensable si vous avez une base multi-utilisateur, surtout si elle est multicentrique, dès qu'elle devient volumineuse, qu'elle a une structure complexe. Vous voyez un exemple ici, donc c'est RedCap, un logiciel qui a été créé par la Vanderbilt University dans le but de respecter les contraintes légales dont on en parlait l'orateur juste avant, qui permet de définir notamment sur les bases, on voit dans la colonne de droite, est-ce que la donnée est identifiante ou non identifiante, qui va permettre de l'enlever au moment où on extrait la base, et ou de décaler les dates, qui sont des données identifiantes d'un nombre aléatoire de jours différent pour chaque patient, et donc de vraiment pseudonymiser au maximum. On perd également un petit peu de temps dans la définition précise de toutes les variables, je vais vous en reparler. Vous voyez que là, on peut demander quelles sont les résections digestives associées et je vais définir à l'avance quelle est la liste des résections. Il y aura une liste déroulante dans laquelle la personne qui rentre pourra choisir, il ne pourra pas mettre la valeur qu'il veut parce que sinon, je vais vous montrer d'exemples. Évidemment, on arrive à n'importe quoi et c'est là où on perd tout le temps d'analyse. Également, ces logiciels donc, qui donnent des ICRF permettent d'avoir des formats de saisie des données qui sont beaucoup plus sympathiques qu'un Excel.
Ici, toujours un exemple de REDCap. Vous voyez que dans l'image de gauche, vous avez la sélection du formulaire qui correspond. Est-ce que c'est celui qui correspond aux données d'identité, de diagnostic, d'ANAPAT? Et puis dans le formulaire de droite, à quoi ça correspond? Bah, par exemple, pour le score AMS, il y a juste à cliquer. Pour le poids, juste le chiffre à mettre. Et les dates, on a un calendrier donc, qui permet d'avoir toutes les données qui sont rentrées de façon assez sympathique, à la différence de ce qu'on faisait à l'ancienne. Sur ces fichiers Excel qui étaient peu conviviaux, il fallait rajouter une ligne à la suite, défiler les colonnes qui sont souvent vides parce que toutes les données ne s'appliquent pas à tous les patients et qu'il y avait un risque d'erreur qui était très important et puis où on avait accès à toutes les données. Alors, comme on vous l'a dit, normalement, on va essayer de limiter ça. Où est-ce que vous stockez votre base une fois que vous avez choisi? C'est vrai que traditionnellement, bah, comme on a dit, on faisait des choses pas bien. C'est-à-dire qu'il y avait la base qui était sur la clé USB de l'interne, qu'il envoyait depuis son mail perso à toutes les autres personnes, ce qui ne respectait aucune des contraintes légales. Qu'il y avait d'autres problèmes, c'est qu'une seule personne pouvait travailler sur la base à la fois. Donc, si vous avez plusieurs internes qui travaillent de plusieurs services, c'était embêtant. Et puis également un problème de fusion des bases. C'est vrai que dans notre propre service, on avait 2, 3, 4 fois la base de carcinose qui circulait, 5 fois la base de méta-hépatique et personne vraiment ne fusionnait les mises à jour qu'avaient fait les internes. Ce qui est dommage parce que c'était du temps perdu. Vous mettez à jour la date de survie, ça devrait pouvoir profiter à tout le monde et pas rester sur votre ordinateur. Donc en 2024, à mon avis, maintenant, c'est fini tout ça. Il faut passer à des bases de données qui sont online dans le cloud. Mais attention, ce n'est pas votre cloud perso sur OneDrive, chose comme ça. C'est le cloud de votre hôpital, c'est le serveur RedCap de votre université qui va permettre d'avoir un accès sécurisé à la base, tracé. On sait qui est rentré, qui a fait quoi. Les personnes qui sont extérieures au projet n'y ont pas accès. D'avoir plusieurs personnes qui travaillent en même temps. Dans mon hôpital, on a souvent les oncologues, les chirurgiens, les radiothérapeutes, tout le monde travaille sur la même base, qui fait que quand l'interne oncologie met à jour une chimio, et ben vous en profitez directement. La base, elle est disponible tout le temps, de partout, il n'y a pas de fusion à faire et on ne perd plus des informations comme on faisait avant. Donc maintenant, on a notre logiciel qui est online, c'est RedCap ou autre chose. Il faut que je mette mes données dans une forme qui soit facilement exploitable. Et là, attention, ce n'est pas facilement exploitable par un humain, c'est facilement exploitable par un ordinateur, puisque ça fait très longtemps qu'on ne fait plus les stats à la main avec les tables de la loi normale juste à côté. Donc comment on fait ça? Il y a un concept qui se développe depuis plusieurs années, qui est celui de tidy data, qui essaye de systématiser un petit peu c'est quoi des données qui sont bien rangées. Et vous voyez qu'une personne qui est assez connue dans le milieu, donc qui s'appelle Wickham sur la droite, a un peu copié la citation de Tolstoï en disant que les jeux de données bien rangés se ressemblent tous, mais les jeux de données mal rangés le sont tous de leur propre façon. Et ça, c'est important parce que ça veut vouloir dire que si vous avez un jeu de données qui est bien rangé, il va faire plaisir à peu près tous les statisticiens, puisque cette façon de ranger les données, tout le monde va l'utiliser. Alors que si vous avez un jeu de données qui est mal rangé, il l'est de sa propre façon, et donc il n'y a pas de façon pour nous dans le logiciel de cliquer en disant range-moi le jeu de données et tout se passe automatiquement. Ça va être tout manuel et donc des heures et des heures qu'on va passer à ranger le jeu de données qui est spécifiquement mal rangé. C'est quoi les grands principes au niveau de la structure de la base? Il n'y a que 3 grands principes. C'est que chaque ligne de la base représente un individu. Et là, je parle d'individus statistiques, pas forcément de patients. Ça peut être une souris, ça peut être une cellule, ça peut être une métastase, ça peut être une prothèse. Chaque colonne est une variable qui va donner une caractéristique de cet individu. Et chaque cellule ne doit contenir qu'une seule donnée. À quoi ça correspond? Eh bien, voici des exemples de jeux de données qui ne respectent pas ceci. Si par exemple j'avais rentré dans mon Excel en colonne le groupe 1 et en colonne le groupe 2, ça ne respecte pas cette forme. Donc, cette donnée ne sera pas facilement exploitable dans un logiciel d'analyse statistique. On a plutôt intérêt à créer 2 colonnes, une qui représente le groupe et une qui représente la valeur qui est associée à chaque individu de ce groupe. Dans cet article que je vous conseille de Broman et Wu, qui est dans American Statistician, il montre un peu plein d'exemples de jeux de données qui sont non rectangulaires. Vous voyez ici plein de types de jeux de données qu'on aurait pu avoir par exemple, des gens qui font des masters au laboratoire où tous ces jeux de données sont très, très difficilement exploitables directement par un logiciel statistique. Alors, c'est sûr, vous pouvez me dire, oui, mais ça va te prendre 4, 5, 10 minutes de remettre en forme, sauf que ça va être 10 minutes ça, plus 10 minutes ça, plus 10 minutes ça, et à la fin, c'est 3 ou 4 heures de travail sur votre base de données, et généralement, le statisticien va refuser de travailler dessus. D'autres exemples que j'avais eus, où les hépatectomies droites avaient été séparées des gauches, donc le nom de variable est dans le nom du fichier, pas dans une colonne, ou à droite dans la feuille, nom de la feuille, ou même dans le nom de la colonne. Donc tout ça sont des jeux de données qui sont très difficilement exploitables tels quels.
Troisième chose, on a dit que chaque information, chaque cellule ne devait contenir qu'une seule information. Et là, par exemple, les internes de chirurgie, parfois, ils vont sortir donc l'information sur la chimiothérapie adjuvante de cette façon. Le patient a reçu 6 cycles de Folfox, 12 cycles de Folfox ou 8 cycles de Folfox avec une thérapie ciblée qui s'appelle le bevacizumab. Le problème de rentrer des informations comme ça, c'est que c'est inexploitable. Si je veux savoir rapidement combien de malades ont reçu du Folfox ou quel est le nombre médian de cycles reçus, c'est impossible. Pourquoi? Parce que cette colonne contient plus d'une seule information, elle en contient trois. Et donc cette colonne aurait dû être séparée en trois colonnes, la chimiothérapie, le nombre de cycles et la thérapie ciblée, ce qui devient facile à analyser immédiatement. Si je veux avoir le nombre médian de cycles, bah, c'est juste la médiane de la colonne qui s'appelle cycle. Donc maintenant qu'on a notre forme de base de données, il va falloir rentrer les données dans les colonnes. Je dois juste vous faire un petit rappel très rapidement sur c'est quoi les différents types de données, parce que chaque type de données se rend d'une façon particulière. Le premier type de données sont les variables qui sont dites quantitatives ou numériques, c'est-à-dire qu'elles mesurent une quantité. Donc c'est facile, elles seront toujours représentées par un chiffre, qui peut avoir des virgules ou pas de virgules. Votre nombre d'enfants, c'est une variable qui est discrète, il n'y a pas de virgule. Votre poids ou votre taille, c'est une variable continue. De temps en temps, on pourra avoir des doutes sur est-ce qu'une variable est quantitative ou pas quantitative, par exemple avec le score ASA, qui est une variable qui est aussi représentée par un chiffre. Mais les vraies variables quantitatives, on peut leur appliquer des opérations mathématiques. Ce qui veut dire qu'un enfant qui pèse 15 kg, il pèse exactement 2 fois moins qu'un enfant qui fait 30. En revanche, un patient qui est ASA 1, il n'est pas 2 fois moins grave qu'un patient qui est ASA 2. Donc, vous voyez qu'il peut avoir des pièges et donc il faut bien se poser la question sur quel est le type de variable. Les variables qualitatives, pas de problème, elles sont en classe ou catégorielles, on peut avoir plus de 2 classes. Elles peuvent être représentées par un symbole de lettres, des chiffres ou les deux, peu importe. Parfois elles sont ordonnées, comme le score ASA, parfois elles ne le sont pas, comme le pays par exemple qui inclut le malade. Et puis si vous faites de l'oncologie, il y a un troisième type de variable qui va être la variable de type survie, qui n'est pas vraiment quantitative, puisque tous les gens ne sont pas morts, qui n'est pas vraiment qualitative, parce que chez ceux qui sont morts, l'information au bout de combien de temps ils sont morts est importante. Et donc, il va nécessairement vous mobiliser 2 colonnes, une pour savoir si l'événement s'est produit et l'autre pour le délai. Alors voilà maintenant comment on va normaliser chacune des colonnes en fonction de son type de données. Quand vous avez une variable numérique, donc par exemple ici, c'était une étude que j'avais faite avec des cardiologues sur l'INR, cette variable ne doit contenir que des chiffres. Et dans cet exemple, on m'avait mis plein de commentaires à l'intérieur. Donc c'est 1, mais peut-être il n'a pas pris son anticoagulant. 12, peut-être il y a une erreur du labo ou tube perdu. Il ne faut pas faire comme ça parce que cette variable numérique ne doit contenir que des chiffres de façon à ce qu'elle soit exploitable directement par le logiciel de statistique. Au mieux, au moment où j'importe, dans R par exemple, ça va créer une erreur. Il m'a dit cette variable devait contenir des chiffres et il y a marqué tube perdu. Au pire, si on insère dans Excel ou dans SPSS, il ne se passe rien, on ne vous dit rien et on ne sait pas comment il mesure. L'autre erreur qu'on peut voir sur les variables numériques, notamment quand on travaille avec des Anglais ou des Américains, c'est le séparateur décimal, qui doit être le même dans tout le fichier, soit un point, soit une virgule, celui que vous voulez, et ne pas être modifié. Ici, on voyait par exemple le 2.2, dans un logiciel de stats, sera considéré comme du texte si vous avez un séparateur décimal qui, pour tout le reste, est une virgule, et donc l'information sera perdue. Ça, c'est des vrais exemples. Alors, on voit, là, c'est pour montrer, pour se faire un petit peu peur. Tout à l'heure, on a dit, enfin, des autres intervenants précédents ont dit peut-être qu'on peut utiliser Excel pour faire ses stats. Pour faire des stats professionnels, on ne peut pas utiliser Excel. Ce n'est pas un logiciel de stats. Il faut un vrai logiciel de stats. Vous voyez un exemple. Je demande la moyenne de ces INR qui contient des textes, qui contient n'importe quoi. Et Excel ne me donne aucun warning. Il me donne 2,8. De quoi c'est la moyenne? On ne sait pas. Est-ce qu'il a pris le 2.2? On ne sait pas. Le 12, on ne sait pas. Donc, ça ne peut pas aller de faire ces stats comme ça. Pour les variables qualitatives, donc on a dit qu'au moment où on définissait la variable, il faut faire une liste limitée des valeurs possibles. Cette liste, elle doit être anticipée au moment où on crée la base, de façon à ce que les personnes qui rentrent l'information ne puissent pas changer. Là, je vous ai mis plein d'exemples de façons différentes dont on pouvait rentrer homme, H majuscule, homme, H minuscule, M, masque, mail, etc. Il faut définir une seule façon de rentrer toutes les données. Souvent, les statisticiens vont vous dire, il faut coder tout ça à 0, 1. Mais en fait, c'est pas vrai. Dans le logiciel de stats, on peut rentrer homme-femme. Quand on vous demande de faire 0 ou 1, 2, 3, c'est uniquement parce qu'on pense que si on fait ça, on va vous obliger à avoir un codage qui est concordant. De toute façon, cette concordance, vous l'aurez si vous utilisez une base de données professionnelle.
Alors voilà, toujours des exemples de ce que j'ai reçu, fait par pourtant une personne qui a une thèse de science, hein, qui travaille sur la chimiothérapie adjuvante des sarcomes de membres. Et là, c'est toutes les façons que j'ai recensées de mettre la même chimiothérapie qu'adriamycine ifosfamide. Vous voyez, il y avait 200 ou 300 patients, ben, il y avait toutes les orthographes possibles pour NéoAI avec le A majuscule, A minuscule, I majuscule, I minuscule, etc. Donc imaginez la perte de temps quand moi je dois tout recoder. Et encore, moi je suis clinicien, donc je vois NéoAI, je sais que c'est la même chimio. Mais le statisticien qui fait pas ça tous les jours, bah, généralement la base de données vous revient et on perd encore énormément de temps dans la simplification. Si on passe aux dates, les dates c'est le pire parce que vous voyez, là j'ai mis 16 novembre 2014, bah, c'est toutes 16 novembre 2014, mais toutes écrites de façon différente. Donc il y a 1000 façons différentes d'écrire la date. Et il va falloir également que vous standardisiez dans votre base de données la façon dont vous écrivez les dates. Pareil pour toutes les colonnes qui ont une date. Avec l'année sur 4 chiffres, puisque dans l'autoconversion, il peut y avoir des problèmes, tout le temps de la même façon. Ça, c'est les formats de date par pays. Et vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes formats qui sont utilisés dans les pays, alors que pourtant, il y a un standard ISO qui existe depuis plus de 15 ans qui n'est pas utilisé. Donc, méfiez-vous, notamment si vous travaillez avec des Américains, ils n'écrivent pas les dates pareil que nous, donc il faut standardiser tout ça. Pourquoi l'année sur 4 chiffres, c'est important? Parce que l'autoconversion de Excel, de SPSS, d'autres, bah, de temps en temps, il va deviner juste et de temps en temps, il va deviner faux. Donc, vous êtes pédiatre, donc peut-être vos enfants, ils sont tous nés en 2000 et plus, et donc ça va, mais pour nous qui avons des adultes qui peuvent avoir 60, 70 ans, ou qui est né en 14, et ben, si la dame est née en 1914 et que je marque juste 14, peut-être il considérera qu'elle est née en 2014 et au lieu d'avoir 90, elle a 4 ans. Et tout ça, ça va faire des erreurs. Donc l'année sur 4 chiffres. Et puis parfois, l'autoconversion d'Excel est très pénible avec les dates. Là, je rentrais des tailles de tumeur. J'ai rentré 8, 12, 15 mm. Et vous voyez que automatiquement, il le convertit en une date qui correspond au 8 décembre 2015. Et que même si je me rends compte tout de suite et que je remodifie le format de cellule, il a déjà changé l'information en nombre de jours écoulés depuis 1er janvier 1900, qui est l'origine des dates dans Excel. Donc ça, il faut faire attention. Il y a même des articles qui ont montré que dans le supplementary appendix de pas mal d'articles, on avait des erreurs liées à l'autoconversion d'Excel. Donc encore un exemple pour ne pas utiliser Excel. Petite astuce, si vous le faites quand même, ne pas centrer les colonnes. Autre exemple de base de données, on m'a dit, allez, à Beaujon, personne ne peut nous faire les courbes de survie, s'il te plaît, tu en auras pour 5 minutes. OK, allez, j'intègre les données, bam, des délais de survie négatifs. Et pourquoi il y a des délais de survie négatifs? Parce qu'il y a une date de naissance qui est fausse. Si on n'a pas centré les colonnes, vous pouvez voir à droite que oui, le patient qui est né en 209, probablement cette date est fausse. Donc ne centrez pas les colonnes si vous vous obstinez à utiliser Excel, comme ça vous voyez les dates qui ne sont pas reconnues comme des dates qui posent problème. Les données de survie, on a dit que vous aurez besoin de 2 choses. Donc, la première chose qu'on appelle le statut aux dernières nouvelles, qui permet de vous dire si le patient a présenté ou non l'événement d'intérêt, qui peut être une récidive, un dessalement de prothèse, une infection, le décès, qui est codé généralement 0 ou 1 et qui ne peut pas être manquant, puisqu'il y a toujours une dernière fois où on l'a vu. Et une deuxième colonne qu'on appelle date des dernières nouvelles. Pas vraiment un super bon terme, parce qu'en fait, c'est date des dernières nouvelles ou date de l'événement. Si le patient n'a pas eu son événement, c'est la date de la dernière fois dans laquelle on l'a vu vivant, non récidivé, non infecté. S'il a eu l'événement, c'est la date de l'événement. Si vous avez un doute, en termes de statisticien, je préfère largement que vous fassiez 2 colonnes, une qui contient la date et qui sera manquant pour ceux qui ne l'ont pas eu et les dernières nouvelles, et je me débrouillerai. Et encore une fois, la date des dernières nouvelles ne peut pas être manquant. Il y a forcément un dernier jour où on l'a vu, même si c'est le lendemain de son inclusion. Et puis à partir de ça, je calculerai la date de participation moi-même dans une unité qui est adaptée. S'il y a plusieurs événements, récidives, décès, eh ben vous aurez plusieurs couples de 2 colonnes. Si on ne connaît pas, parfois j'appelle le médecin traitant, il me dit ah, je me souviens qu'il est mort en juillet 2016, j'en sais pas plus. Là, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on censure en milieu d'intervalle, donc par exemple 15 juillet. Quelques petits conseils supplémentaires pour anticiper les problèmes qui vont arriver. L'utilisation d'une clé primaire, je pense que l'orateur précédent vous a bien parlé de la pseudonymisation. Donc là, ça va aller avec ça, c'est très important. C'est un identifiant unique du patient dans la base de données. C'est-à-dire que dans la base de données, il faut pouvoir identifier de façon unique un malade. Et ça, c'est la clé primaire qui vous a été fournie par la base qui va le faire. C'est le plus souvent un chiffre, même si ce n'est pas obligatoire. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des doublons sur nom, prénom, même nom, prénom, date de naissance. C'est
indispensable maintenant, puisque dès qu'on fait du multicentrique, bah, je n'ai pas accès en tant que centre coordinateur à l'identité des autres, je sais juste que c'est le malade numéro 325 et le centre local, lui, a la table qui permet de retrouver à qui ça correspond. Et le statisticien à qui on va exporter la base n'aura pas accès, etc., à tout ça, donc ce qui permet d'avoir encore un niveau de sécurité supplémentaire. Autre problème qui arrivera forcément, vous aurez obligatoirement des valeurs manquantes, c'est sûr. La seule chose que vous devez savoir, c'est que vous utilisez dans toute la base tout le temps le même symbole pour désigner une valeur manquante. Alors dans R, par exemple, c'est NA, dans SPSS, c'est un point, peu importe ce que vous voulez, toujours le même. Évitez quand même les symboles qui pourraient être utilisés par ailleurs. De mes coins internes, quand j'étais à Saint-Antoine, avait utilisé M pour manquant, sauf que c'était aussi M pour les garçons. Et quand j'ai importé avec M comme indicateur de données manquantes, j'ai retiré du coup tous les hommes de la base. Donc, essayez d'utiliser un symbole qui n'est pas trop utilisé. Case vide ou pas case vide, débattu. L'avantage de laisser une case vide, c'est que ça va vite. C'est bien manquant, on saute. Le désavantage de la case vide, c'est qu'on ne sait pas si vous avez oublié de le remplir ou si c'était vraiment manquant. Si vous marquez NA, ça veut dire je n'ai pas l'information. Case vide, peut-être je la rentrerai plus tard. Parfois, ce qui perturbe les cliniciens, c'est qu'il peut y avoir deux types de données manquantes, selon que c'est vraiment genre tube perdu, je ne sais pas, ou que ce n'est pas adapté. Par exemple, le nombre de cycles de chimio de quelqu'un qui n'a pas eu de chimio. De toute façon, c'est traité de la même façon dans le logiciel, donc ils ont le même symbole, peu importe. Quelques petits trucs cons de Excel, c'est les bizarreries dans les noms, alors qu'ils peuvent être par exemple les noms précédés ou suivis d'espaces. J'ai déjà eu jusqu'à 37 espaces après le nom de variable. Majuscules, minuscules, qui dans Excel vont apparaître pareil, mais dans les logiciels sont considérés comme des données différentes. Vous ne devez pas recopier les données qui ne doivent exister qu'une seule fois et on ne fait pas ces stats dans le bas de la feuille des données. Les données, c'est vraiment le sanctuaire, il ne contient que des données, on n'y touche jamais, on travaille sur une copie, on ne fait pas ces stats à la fin. Si vous pouvez éviter en plus les bizarreries dans les noms de variables, genre les tabulations, les anti-slash, le statisticien vous en saura très gré. Un dernier point sur les méthodes à avancer, parce qu'il peut arriver qu'un groupe de colonnes se répète. Par exemple, là, je veux 2 informations sur chaque métastase, mais je ne sais pas à l'avance si le patient a 0 métastase, désolé pour la faute d'orthographe, 1 métastase, 2 métastases, 3 métastases. Et donc, je ne sais pas à l'avance combien de colonnes je dois prévoir. Comment je représente l'information? La première façon, c'est de dire, eh ben, tant pis, je répète les colonnes. C'est-à-dire que je vais créer pour chaque patient des doublets de colonnes en disant, bah, s'il y a en moyenne 10 métastases, je fais 20 colonnes. Alors ça c'est bien, sauf que votre base de données va être constituée essentiellement de colonnes vides, parce que la plupart des malades n'ont pas 10 métastases, ils n'en ont qu'une ou deux, et donc ils ont 18 colonnes vides. Et il finira toujours par arriver à un patient qui en a 11. Et donc vous devrez copier, coller, tout décaler, bref, c'est pas optimal. La deuxième façon, c'est de dire, bah ok, donc mon individu statistique devient une métastase par un patient, et je répète les lignes. Le problème de ça, c'est que vous allez répéter inutilement de l'information. Donc, vous voyez que par exemple, le malade 42 ici apparaît 3 fois. Et si vous devez mettre à jour, il faudra mettre à jour à chaque occurrence du malade 42. De plus, si on veut avoir la taille moyenne de ces patients, ben là, ça devient compliqué parce que comme chaque patient apparaît une ou plusieurs fois, c'est plus simplement la moyenne de la taille. Donc, comment on fait? On sépare la base en plusieurs sous-bases, plusieurs feuilles. Une base qui contient les identifiants qui concernent le patient, sa taille, son poids, son sexe, avec sa clé primaire, 42, 23, 12, 78, et une seconde table qui contient les informations concernant les métastases. Et chaque patient peut donc avoir une ou plusieurs métastases dans cette table. Et vous voyez que tout est réglé. Si je veux la taille moyenne des patients, c'est la moyenne de la colonne taille. Si je veux la taille moyenne des métastases, c'est la moyenne de la colonne taille des métastases. Dernière étape, une fois que vous avez tout fini, si vous avez utilisé un logiciel de base de données, bah, c'est terminé, la cohérence a déjà été contrôlée. Et mon logiciel se connecte directement à REDCap, importe la base et c'est terminé. Si vous avez fait dans Excel, vous contrôlez l'absence de variables aberrantes. Donc, une des façons les plus simples, c'est de faire filtrer, puis de cliquer sur chaque en-tête de colonne, vérifier par exemple dans cette variable catégorielle qu'il n'y a bien que le nombre de catégories possibles. Encore une base de données que j'avais reçue de mon propre service par une collègue, vous voyez qu'il y avait plusieurs orthographes possibles pour proctectomie, protectomie avec des fautes d'orthographe. Donc, il aurait dû être anticipé avant d'arriver chez moi. Et puis, pour les variables numériques, pareil, quand vous cliquez sur la petite flèche à côté de filtrer, ça vous permet d'avoir le minimum, le maximum. Vérifier qu'il n'y a pas des erreurs aussi bêtes que des erreurs d'unité, centimètres et mètres pour la taille, par exemple, ou des fautes de frappe, le poids de 625 kg, qui est très probablement 62,5.
Et comme vous n'avez pas aligné, bah, vous savez le séparateur décimal, s'il n'est pas bon, vous verrez que c'est aligné à gauche pour un chiffre. Même principe pour les dates. Pour les délais de survie, date de naissance, vous regardez juste le résumé. Si c'est votre étude inclus à partir de 2010, s'il y a des dates de décès qui sont en 1995, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà globalement ce que je voulais vous dire sur le pratico-pratique pour la réalisation de votre base de données. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Très bien, merci Monsieur Faron. Merci Docteur Faron. En écoutant attentivement pour la deuxième fois votre étude, en fait, on se rend compte qu'on tombe dans tous les pièges et qu'en fait, nos collègues statisticiens doivent s'arracher les cheveux. Et ça explique aussi pourquoi est-ce que les statistiques, ça met autant de temps à être réalisé, parce qu'en fait, il y a tellement de retours pour corriger des petites choses qui pourraient être juste faites rapidement au moment de la réalisation de son tableau. Donc, je vous remercie vraiment de nous donner ces clés, afin de nous faire gagner énormément de temps. Et même plus loin, le statisticien pourra même refuser de faire l'analyse de la base de données de l'interne pour sa thèse parce que le tableur est tellement mauvais qu'il voit qu'il va passer 5 heures pour la mettre en forme et donc vous dire, bah non, désolé, débrouille-toi tout seul. Tout à fait. Encore merci. Merci à vous. Eh bien, c'est à moi qu'appartient de conclure ce deuxième webinaire de la CPF. Je tiens à remercier nos 3 intervenants, professeur Henri Migaud, docteur Antoine Poichotte et docteur Mathieu Faron. Merci encore à Branchais, notre partenaire, et puis merci à Nicolas pour l'organisation. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir votre premier projet de recherche ou votre thèse. Surtout, n'oubliez pas, entourez-vous, ne le faites pas seul. Trouvez un bon encadrant, aidez-vous d'un bon statisticien et d'un bon DPO pour ne pas vous mettre en difficulté sur votre premier projet. Et enfin, soyez curieux, lisez, allez en congrès, discutez et prenez du plaisir à le faire. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un prochain webinaire. Au revoir.